Nous sommes à Montbazon dans le département d'Indre-et-Loire, là où la vallée de l'Indre serpente doucement. Sur une colline dominant le paysage, une silhouette blanche immaculée et imposante se détache sur le ciel. C'est le château d'Artigny. Ce n'est pas une forteresse médiévale héritée par le sang, mais une création du XXe siècle bâtie entre 1912 et 1928 pour servir de résidence au célèbre parfumeur François Coty. Imaginez un instant le faste de l'époque des salles de bal inondées de lumière des marbres froids, résonnant des pas de l'élite mondiale, une architecture conçue pour défier le temps et affirmer une puissance financière sans limite. Tout ici a été pensé pour l'éblouissement. Pourtant, derrière cette façade de rêve se cache une réalité plus sombre. Il y a des lieux nés pour exhaler un parfum enivrant, mais qui finissent par sentir l'antiseptique et le souffle court des blessés. L'histoire a transformé ce temple de la vanité en un témoin silencieux de la guerre et de la chute. Dites-moi en commentaire ce qui éveille le plus votre curiosité dans ce contraste violent. Est-ce l'aveuglement du luxe ou la brutalité avec laquelle l'histoire reprend ses droits? Votre soutien permet de continuer ces enquêtes. Mais une question fondamentale persiste avant d'ouvrir les portes de l'histoire. Pourquoi François Coty a-t-il eu besoin de construire un tel château alors qu'il semblait déjà tout avoir? Pour saisir l'essence du château d'Artigny, il faut se replonger dans la France du début du XXe siècle, une époque charnière où les frontières sociales se redessinent brutalement. Nous sommes à l'aube des années folles. D'un côté, il y a la vieille noblesse, celle de l'héritage, et des titres dont la fortune repose sur la terre et l'histoire. De l'autre, émerge une nouvelle classe, les capitaines d'industrie, et les génies du commerce dont les coffres débordent d'argent liquide, mais dont les noms manquent cruellement de patine. Dans ce théâtre social impitoyable, la richesse seule ne suffisait pas à commander le respect. Pour ces nouveaux riches, l'argent est un outil, mais l'architecture était une arme. Il ne s'agissait pas simplement de se loger, mais de s'ancrer dans le sol français, de s'inventer des racines là où il n'y en avait pas. Ils achetaient des ruines pour les raser et reconstruire des fantasmes de pierre, cherchant à imiter, voire à surpasser le train de vie des rois déchus. C'était une quête de légitimité par la démesure. Lorsque la société ne croit qu'aux apparences, le marbre devient un certificat de pouvoir. C'est dans ce contexte précis, où l'apparence vaut autant que la réalité, que le projet d'Artigny prend tout son sens. Il ne s'agissait pas d'une maison de campagne, mais d'une déclaration. Et François Coty était l'homme qui comprenait mieux que quiconque cette mécanique subtile. Si le parfum crée l'émotion instantanée, l'architecture, elle impose une autorité durable. Qui était donc cet homme capable de remodeler une colline entière selon son bon vouloir? Né Joseph-Marie François Spoturno en Corse, il deviendra François Coty, un nom qui allait bientôt résonner sur toutes les lèvres du monde occidental. Il n'était pas seulement un parfumeur, il était un visionnaire du commerce moderne. Avant lui, le parfum était un luxe réservé à une élite restreinte, vendu dans des fioles d'apothicaires sans âme. Coty a compris le premier que le flacon importait autant que l'essence. Avec des créations comme la rose Jacqueminot ou l'origan, il a bâti une fortune colossale, devenant l'un des hommes les plus riches de France et peut-être du monde. Mais l'ambition de Coty ne connaissait pas de frontières. L'argent du parfum lui a ouvert les portes de la presse et de la politique. Il acquiert le journal Le Figaro en 1922, puis lance l'Ami du peuple, cherchant à influencer l'opinion publique avec des idées conservatrices parfois controversées. C'était un homme complexe, brillant dans les affaires, mais hanté par un désir de reconnaissance qui frisait l'obsession. Il voulait être partout dans l'air, que les femmes respiraient, dans les journaux que les hommes lisaient, et dans la pierre qui dominait la vallée de l'Indre. Un empire commercial suffit-il, ou l'homme désire-t-il toujours un symbole pour vaincre le temps? Pour Coty, la réponse se trouvait à Montbazon.
En 1912, lorsqu'il achète les ruines d'une ancienne forteresse médiévale sur le site d'Artigny, il ne cherche pas à la restaurer. Son intention est bien plus radicale, faire table rase du passé pour ériger son propre monument. Il ne voulait pas habiter l'histoire des autres. Il voulait écrire la sienne en lettres capitales et dorées à leur fin. Il y a une nuance cruciale dans sa démarche qui le distingue des aristocrates qu'il côtoyait ou qu'il combattait. Coty n'a pas construit pour habiter. Il a construit pour inscrire son nom dans le paysage. Le château devait être le mausolée vivant de sa réussite, une preuve tangible qu'un homme parti de rien pouvait s'élever au-dessus des siècles. Pourtant, ce désir de grandeur porte en lui les germes de sa propre fragilité. Le château ne s'est pas élevé simplement grâce à l'ambition, mais à travers un processus long, coûteux, fait de tant de matériaux précieux et d'une exigence de luxe presque irrationnelle. C'est ici que l'histoire d'Artigny bascule de la simple construction vers quelque chose de plus troublant. Qu'y a-t-il dans Artigny qui suscite à la fois l'admiration et un certain malaise? Nous quittons l'abstraction de l'ambition pour toucher la terre ferme là où le rêve doit se confronter à la géologie. Le choix de l'emplacement n'a jamais été un hasard pour François Coty. Il a jeté son dévolu sur Montbazon, au cœur de l'Indre-et-Loire, une région que l'on surnomme souvent le jardin de la France. Mais plus important encore, c'est la terre des rois. S'installer ici, à quelques encablures des châteaux royaux de la Loire, c'était pour le parfumeur une manière de s'inscrire physiquement dans la lignée des souverains qui ont façonné la nation. Le site d'Artigny est spectaculaire. Il domine la vallée de l'Indre, offrant un panorama qui donne à celui qui le contemple le sentiment d'être le maître de tout ce qu'il voit. C'est une position stratégique, une hauteur qui isole et protège un piédestal naturel pour une œuvre d'art monumentale. Cependant, ce sommet n'était pas vierge. Avant que Coty ne pose la première pierre, une histoire existait déjà. Une forteresse médiévale, vestige de temps guerrier, occupait les lieux. Elle avait ses cicatrices, sa mémoire, ses fantômes. Pour un aristocrate traditionnel, ces ruines auraient été un trésor à préserver, une connexion sacrée avec le passé. Pour François Coty, elles étaient nées un obstacle. C'est ici que la psychologie du maître des lieux se révèle dans toute sa brutalité. Il ne voulait pas hériter, il voulait fonder. Dès l'acquisition du domaine en 1912, la décision est prise, on ne rénove pas, on rase. L'ancien château est démantelé, ses pierres repoussées, son histoire effacée pour laisser place à une page blanche. C'est un geste d'une violence symbolique inouïe. Il efface le temps pour imposer le sien. Le projet architectural qui allait surgir de cette terre nettoyée ne devait rien au hasard ni à la modestie. Coty rêvait d'un château à la française, inspiré du style XVIIIe siècle, celui de l'apogée de la monarchie absolue, rappelant le château de Champlâtreux ou celui de Voisin. Il voulait la symétrie parfaite, les lignes pures, la majesté froide du néoclassicisme. Pas de tour médiévale asymétrique, pas de douves sombres, mais de grandes fenêtres ouvertes sur la lumière des façades de pierre blanche, éclatantes, rythmées par des pilastres et des corniches sculptées. C'était une architecture de représentation conçue pour être vue de loin, pour scintiller au soleil comme un bijou posé sur un écrin de verdure. Le choix de ce style anachronique pour le XXe siècle trahissait une volonté de figer le temps, de créer une illusion d'ancienneté qui n'existait pas. Artigny devait avoir l'air d'avoir toujours été là, d'être aussi légitime que Versailles ou Chambord. Cependant, il y a une ironie tragique dans ce choix géographique. En s'installant sur ce promontoire, Coty s'exposait. Il plaçait son œuvre sous le regard de tous, mais aussi sous le vent de l'histoire qui allait bientôt souffler. Le lieu promettait l'éternité, mais l'histoire, elle ne promet rien. La colline de Montbazon était prête. Le décor était planté. Mais avoir la terre et la vision ne suffisaient pas. Il fallait maintenant transformer la pierre en gloire, et pour cela, il fallait une armée.
Une fois le théâtre choisi, la question suivante devenait inévitable. Comment une telle folie a-t-elle pu sortir de terre et combien de temps faudrait-il pour assouvir une telle impatience? Une fois le site choisi, une autre bataille commence, celle contre le temps. Si l'on consulte les archives, une ambiguïté persiste sur la date d'achèvement. Les sources anglophones parlent souvent de 1928, marquant la fin du gros œuvre, la structure dressée fièrement face au ciel. Mais les registres français plus intimes avec la réalité du chantier étirent cette fin jusqu'en 1932. Ce flou de 4 ans n'est pas une erreur administrative. Il raconte l'histoire d'une obsession. Il raconte la différence entre finir un bâtiment et parfaire un rêve. 17 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Artigny sorte de terre. 17 ans, c'est une vie. C'est la durée qui sépare un enfant de l'âge adulte. C'est aussi la période durant laquelle l'Europe a basculé, passant de l'insouciance de la belle époque aux cicatrices de la Grande Guerre, puis au rugissement des années folles. Pendant que le monde s'écroulait et se reconstruisait sur la colline de Montbazon, les marteaux ne cessaient de cogner. Ce chantier n'avait rien d'ordinaire. C'était une entreprise pharaonique, une fourmilière humaine orchestrée par la volonté d'un seul homme. On estime à plus de 150 le nombre d'ouvriers et maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs qui s'affairaient quotidiennement sur le site. Pour les habitants de la vallée, le chantier d'Artigny était devenu une toile de fond permanente, un spectacle industriel au service d'une esthétique royale. François Coty n'était pas un mécène patient qui attendait sagement le résultat. Il dirigeait la construction de son château comme il dirigeait ses usines de parfums à Suresnes avec une exigence tyrannique et un mépris total pour l'économie de moyens. Il appliquait une logique industrielle à l'artisanat d'art. Si une corniche ne captait pas la lumière exactement comme il l'avait imaginé, elle était détruite. Si un mur présentait le moindre défaut d'alignement, il ordonnait sa démolition immédiate pour le reconstruire. On raconte que des pans entiers du château ont été montés et démontés plusieurs fois, sacrifiés sur l'autel de la perfection. C'était là le paradoxe de Coty. Il voulait acheter l'histoire avec la vitesse du Nouveau Monde, mais la pierre a ses propres lois que même la fortune ne peut plier. La grandeur que nous voyons aujourd'hui est souvent née d'un labeur que nous ne voyons pas. Derrière chaque pilastre immaculé, il y a la sueur d'un ouvrier et l'impatience colérique d'un milliardaire qui refusait que la réalité résiste à ses désirs. Ce chantier interminable a créé un lien étrange entre l'homme et sa demeure. Plus la construction dure, plus l'homme croit qu'elle sera éternelle, et plus la douleur est vive quand elle change de main. Coty a investi non seulement son argent, mais ses meilleures années dans ses murs. Il a vu ses cheveux blanchir en même temps que les façades s'élevaient. Vers la fin des années 1920, le squelette de pierre était enfin complet. La structure dominait la vallée arrogante et splendide. Le toit d'ardoise brillait, les cheminées se dressaient comme des sentinelles. L'enveloppe était prête, défiant quiconque de deviner qu'elle était neuve. Mais pour Coty, le plus dur restait à faire. Car un château n'est qu'une coquille vide tant qu'il n'est pas habillé. Une fois la structure debout, la véritable addiction pouvait commencer celle de l'intérieur. Si l'extérieur était une déclaration de puissance, adressée au monde, l'intérieur devait être une célébration intime de la richesse absolue. Et là encore, la démesure allait être la seule règle. Si la façade d'Artigny impose le respect par sa blancheur minérale, l'intérieur lui est conçu pour couper le souffle. Pénétrer dans ce château, c'est entrer dans le cerveau d'un homme pour qui la modération est un échec. Une fois la porte franchie, la notion de coût s'évapore pour laisser place à une ivresse matérielle absolue. Ici, chaque centimètre carré a été pensé pour saturer le regard. Commençons par un lieu habituellement réservé à l'ombre et à la suie les cuisines. Dans n'importe quel château aristocratique de l'époque,
Les cuisines sont des lieux fonctionnels souvent enterrés en sous-sol pavés de terre cuite ou de pierre brute. Mais chez François Coty, même la domesticité doit marcher sur de l'or. Le sol des cuisines n'est pas en carrelage. Il est intégralement dallé de marbre blanc de Carrare, le même que celui utilisé pour les statues des dieux. Imaginez le claquement sec des talons des serviteurs sur cette surface glissante et immaculée, une surface si noble qu'on oserait à peine y faire tomber une goutte de sauce. Les éviers, eux, ne sont pas en grès ou en fonte. Ils sont façonnés dans un cuivre rouge massif, rutilant poli chaque jour jusqu'à devenir des miroirs. C'est une débauche de matériaux nobles pour des tâches ingrates. Cette cuisine n'est pas faite pour être pratique, elle est faite pour être montrée. Elle pose une question qui flotte entre les vapeurs des casseroles. Quand une cuisine doit être aussi splendide qu'une salle de bal, est-ce pour cuisiner ou pour prouver quelque chose? Quittons les sous-sols pour monter vers les appartements privés. C'est ici que l'obsession de Coty prend une tournure presque statistique. L'inventaire du château révèle un chiffre qui donne le vertige: 140 placards. 140. Ce ne sont pas de simples armoires, mais des chefs-d'œuvre de menuiserie intégrés dans les boiseries dissimulées derrière des panneaux de laque ou de bois précieux parfois incrustés de nacre. Pourquoi 140 placards? Que peut-on posséder au point d'avoir besoin d'un tel espace de stockage? Ce chiffre trahit une peur du vide, une soif d'accumulation compulsive. C'est le vestiaire d'un homme qui veut pouvoir changer de peau à chaque heure du jour, ou peut-être stocker les secrets d'une vie trop vaste pour un seul homme. Le point culminant de cette visite immobile se trouve sous la coupole du grand salon, une rotonde majestueuse située au premier étage. Levez les yeux. Au-dessus de vous se déploie une fresque en trompe-l'œil commandée par Coty lui-même. C'est une apothéose. On y voit des figures mythologiques, des allégories de la musique et de la danse virevoltant dans un ciel d'azur éternel. Mais si l'on regarde bien parmi les dieux, on devine les traits des proches de Coty et l'esprit du maître des lieux plane partout. C'est une chapelle sixtine profane dédiée non pas à Dieu, mais à la gloire de l'hôte. La modernité s'invite aussi dans ce décor de théâtre. Contrairement au vrai château du XVIIIe siècle glaciaux et humide Artigny, est un monstre de technologie. Chauffage central invisible, ascenseur, silencieux salle de bain privative, pour chaque chambre avec robinetterie d'argent. Coty a acheté le confort du XXe siècle et l'a déguisé en faste de l'Ancien Régime. Tout est beau, trop beau peut-être. La symétrie est si parfaite qu'elle en devient presque oppressante. On se sent petit non pas face à l'histoire, mais face au chéquier qui a permis tout cela. Il y a quelque chose de froid dans cette perfection, une absence d'âme que le velours et la soie peinent à masquer. C'est ici que le piège de l'architecture se referme. Plus le décor brille, plus il éclaire crûment l'ego de son maître. Tout est prêt. Les cuisines de marbre attendent le gibier, les 140 placards attendent les fourrures, la fresque attend les regards admiratifs. Le décor est planté pour la plus grande représentation de la vie de François Coty. Mais une telle opulence ne peut se rester statique. Elle appelle le mouvement, le bruit, la vie. Mais le luxe aussi éclatant soit-il n'a de sens que s'il y a des témoins. Qui a le droit de franchir ces portes? Qui sert et qui est servi? Il est temps de voir ce château s'animer avant que la musique ne s'arrête brutalement. Le décor est posé, les lumières s'allument et soudain, le marbre froid prend vie. Nous sommes en 1930. La nuit tombe sur la vallée de l'Indre, mais à Artigny, il fait jour. Les fenêtres du château projettent des rectangles de lumière dorée sur les pelouses parfaitement taillées. C'est l'heure de la représentation. François Coty reçoit. Et quand le Napoléon de la parfumerie reçoit le tout Paris à court. Des files de limousines montent lentement l'allée Cavalière, déposant des ministres, des actrices, en vogue des diplomates étrangers et des rivaux commerciaux venus jauger la puissance de l'hôte. À l'intérieur, c'est un vertige sensoriel.
L'air ne sent pas la cire ou le renfermer. Il est saturé des fragrances les plus coûteuses du monde. L'origan chypre, émeraude vaporisée, dit-on, jusque dans les systèmes de ventilation. Les robes de soie frôlent les boiseries, le champagne coule comme s'il était puisé directement dans la Loire. Sous la fresque de la coupole, un orchestre joue des valses qui résonnent contre les parois de stuc. C'était une vie de rituel et d'apparence. On imagine les dîners dans la salle à manger ovale où chaque convive se reflétait dans l'argenterie servie par une armée de domestiques invisibles qui glissaient sur le sol des cuisines en bas, remontant les plats par les monte-charges. Pour un bref instant, Artigny a réussi son pari, il est devenu le centre du monde, un Olympe moderne où l'argent avait aboli les soucis du commun des mortels. Mais regardez bien François Coty au milieu de cette foule. Est-il heureux ? Il possède le château, il possède la nuit, il possède l'attention de tous. Pourtant, ces moments de triomphe ont une saveur étrange, celle de l'éphémère. Ces fêtes grandioses qui semblaient devoir durer éternellement n'étaient en réalité que le chant du cygne d'une époque. Car cette période dorée fut tragiquement courte. À peine le château achevé, le maître des lieux n'y a résidé que par intermittence. Quelques étés, quelques réceptions, et puis le silence. La fête croyait posséder les murs, mais elle ne faisait que les emprunter au temps. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Montbazon, vous pouvez franchir les mêmes portes. Depuis la fin des années 1950, le château a été converti en hôtel de luxe. Les touristes en week-end dorment dans les chambres conçues pour des princes de l'industrie. Ils prennent leur petit déjeuner là où se nouaient des alliances politiques secrètes. L'argenterie teinte encore, mais ce n'est plus la même musique. C'est là que réside la mélancolie particulière d'Artigny. C'est un lieu qui a appartenu à un homme, puis a été happé par l'époque, pour finalement appartenir à la mémoire de parfaits inconnus. Le visiteur d'aujourd'hui, en réglant sa note, achète une part de ce rêve déchu, souvent sans connaître le nom de celui qui a sacrifié sa fortune pour poser ses pierres. On admire la vue, on complimente la décoration, mais on oublie que ce calme a été payé au prix fort. Le hôtel Château d'Artigny est paisible, accueillant, presque innocent. Mais cette innocence est un masque. Car entre les derniers éclats de rire des années 1930 et l'arrivée des premiers clients de l'hôtel dans les années 1960, le château a traversé une zone d'ombre. Une période où les lustres se sont éteints pour de bon. Le passage du rêve à la réalité ne s'est pas fait en douceur. Il n'y a pas eu de transition lente. Il y a eu une rupture violente. Lorsque les invités sont partis et que la musique s'est tue, le ciel s'est assombri, non pas pour la nuit, mais pour l'orage de l'histoire. Et lorsque le temps change de couleur pour virer au gris de la guerre, Artigny s'apprête à entrer dans le chapitre que personne ne veut se remémorer. Alors quel moment précis a brisé le rêve de Coty, transformant le palais des parfums en une coquille vide prête à être envahie? La chute de François Coty fut aussi vertigineuse que son ascension. Au début des années 1930, alors que les dernières touches de peinture séchaient encore sur les murs d'Artigny, le monde extérieur s'effondrait. La crise de 1929 avait traversé l'Atlantique, ébranlant les fortunes les plus solides. Mais pour Coty, le coup de grâce ne vint pas seulement de la bourse, mais de sa vie privée. Son divorce avec Yvonne Le Baron en 1939, se solda par un règlement financier colossal amputant son empire et fragilisant ses assises. L'homme qui avait voulu bâtir une forteresse contre le temps se retrouva assiégé par les créanciers et par ses propres démons. Artigny, ce rêve de pierre blanche, devint soudain un poids écrasant. Il est tragique de constater que François Coty n'a que très peu profité de son chef-d'œuvre achevé. Il voyait son château comme un aboutissement, mais le destin en a décidé autrement. En juillet 1934, le Napoléon de la parfumerie s'éteint dans sa résidence de Louvciennes, loin de la vallée de l'Indre. Il meurt presque seul, ruiné, usé par une vie de combat incessant et d'excès. Il avait 60 ans. Un ouvrage qui a demandé des décennies d'efforts acharnés. Pendant combien de temps peut-il réellement appartenir à son créateur? Dans le cas de Coty, la réponse est cruelle, à peine un soupir.
Après ses funérailles, Artigny sombre dans une léthargie inquiétante. Le château n'est plus une maison, c'est un actif gelé, un dossier juridique, un enjeu de succession complexe entre héritiers et banquiers. Les volets se ferment. La poussière commence à recouvrir le marbre des cuisines et les cuivres rutilants. Le personnel est congédié, ne laissant que quelques gardiens pour surveiller ces couloirs trop vastes. C'est là que la nature profonde du projet se retourne contre lui. Le château devait immortaliser un nom, mais il survit aujourd'hui comme une facture impayée. Sans la fortune de Coty pour l'alimenter, le château devient un monstre vorace. Chauffer, entretenir, éclairer une telle surface demande des ressources qu'une famille en deuil et endettée ne possède plus. Le silence qui s'installe sur la colline de Montbazon n'est pas celui de la paix, mais celui de l'abandon. C'est le silence d'un décor de théâtre après que les acteurs sont partis et que le directeur a fait faillite. Les villageois regardent vers la colline avec un mélange de pitié et d'incompréhension. Le rêve est mort avec le rêveur. Mais le vide n'existe pas longtemps en politique ni en histoire. Un château vide stratégiquement placé, visible de loin et capable de loger des centaines de personnes ne reste jamais ignoré très longtemps. Alors que la famille Coty tente de sauver ce qui peut l'être l'Europe s'arme de nouveau. Les bruits de bottes se rapprochent. Artigny, orphelin de son créateur, est vulnérable. Il est prêt à être pris. Il n'attend plus qu'un nouveau maître, et ce maître ne viendra pas avec des parfums, mais avec des canons. Lorsque le maître est absent, le véritable pouvoir ne réside plus dans l'art, mais dans les mains de celui qui détient l'autorité militaire. Nous sommes en mai 1940. L'Europe s'embrase. La drôle de guerre prend fin, brutalement balayée par le blitzkrieg allemand. Les routes de France se couvrent de millions de réfugiés, fuyant vers le sud. C'est la débâcle. Et dans ce chaos, le gouvernement français quitte Paris. Pour quelques jours, la Touraine devient le cœur palpitant et désespéré de l'État en fuite. C'est à ce moment précis que le destin d'Artigny bascule. Le château n'est plus une propriété privée intouchable. Dans l'urgence nationale, le droit de propriété s'efface devant la raison d'État. Les grilles s'ouvrent non pas pour une réception mondaine, mais pour laisser passer des convois militaires, des voitures officielles couvertes de poussière chargées de dossiers confidentiels et d'officiers au visage grave. Le ministère de la Marine jette son dévolu sur le château. Imaginez le contraste saisissant. Quand le vent de l'histoire tourne, la beauté n'est plus un refuge, elle devient une position stratégique. Les salons dorés, conçus pour la légèreté des conversations mondaines, se transforment en bureaux de commandement improvisés. Les tables précieuses autrefois destinées à supporter des vases de cristal croulent désormais sous le poids des cartes d'état-major et des rapports de défaite. Sous la coupole peinte, où les dieux dansent encore des amiraux et des hauts fonctionnaires, tentent de sauver ce qui reste de la flotte française alors que le pays s'effondre autour d'eux. L'atmosphère a radicalement changé. L'odeur de l'origan a disparu, remplacée par celle du tabac froid et de l'anxiété. Le marbre des cuisines ne résonne plus du pas empressé des cuisiniers, mais du pas lourd des plantons. Le château devient une coquille administrative froide et fonctionnelle. Il perd son âme de résidence pour devenir un outil. C'est l'époque de la France de Vichy, un régime né de la défaite qui tente de maintenir une illusion de souveraineté sous la botte de l'occupant. Artigny devient un rouage de cette machine complexe et ambiguë. Le château est témoin des compromissions, des peurs et des décisions qui scelleront le sort de la nation. Il incarne parfaitement cette période grise, une façade encore splendide qui abrite une réalité en décomposition. C'est une leçon brutale sur la nature de l'architecture monumentale. Le pouvoir change de main et les murs les plus exquis sont réquisitionnés pour des usages glaciaux. La pierre ne choisit pas son maître. Elle protège le tyran comme le libérateur, le parfumeur comme l'amiral.
Mais cette occupation française, aussi triste soit-elle, n'était qu'un prélude. La véritable humiliation était encore à venir. Car la ligne de démarcation n'était pas loin, et l'appétit de l'envahisseur était sans limite. Bientôt, les uniformes bleu marine de la flotte française allaient laisser place à une autre couleur beaucoup plus sombre. Et à partir de là, Artigny ne sera plus défini par ses soirées de gala, mais par ceux qui le traverseront en bottes de combat. L'année 1944 marque le tournant le plus radical. La guerre n'est plus une abstraction administrative gérée par des bureaucrates en uniforme. Elle devient physique, sanglante et immédiate. Alors que les Alliés progressent et que les bombardements secouent la région de Tours, les hôpitaux de la ville sont débordés ou détruits. Il faut de la place n'importe où pour accueillir les corps brisés. C'est ainsi que le château d'Artigny connaît sa métamorphose la plus saisissante. Les grilles s'ouvrent à nouveau non pas pour des limousines, mais pour des ambulances et des civières. Le palais des parfums devient une annexe hospitalière d'urgence. Imaginez la scène. Le contraste est d'une violence cinématographique. Dans le grand salon sous la rotonde peinte, où virevoltaient en jadis les danseurs mondains, on aligne désormais des lits de camp métalliques. Les parquets de chêne, habitués aux semelles de velours, résonnent du bruit des bottes des chirurgiens et du cliquetis des instruments médicaux. La lumière qui inondait les vastes fenêtres ne sert plus à faire scintiller les bijoux, mais à éclairer des interventions chirurgicales improvisées. L'ironie du sort est mordante. François Coty avait consacré sa vie à l'élaboration des fragrances les plus subtiles pour masquer les odeurs corporelles. Et voilà que sa demeure est envahie par l'odeur entêtante de l'éther, de l'iode, de la gangrène et du sang. Ce lieu érigé pour sublimer les senteurs se condamne à contenir la douleur de toute une époque. Les fresques mythologiques au plafond contemplent désormais non plus des visages rieurs, mais les regards vitreux de soldats blessés, français, allemands, alliés unis dans la même souffrance. La hiérarchie sociale s'effondre. Un simple soldat peut agoniser dans une chambre conçue pour un ministre. Une pièce au mur recouvert de feuilles d'or, lorsqu'elle devient une salle de réveil, est-elle encore un chef-d'œuvre ou n'est-elle plus qu'un simple abri de fortune? Dans l'urgence de la survie, l'art devient invisible. Les infirmières ne voient pas les moulures, elles voient des murs solides qui protègent du froid. Les médecins ne voient pas la cuisine en marbre, ils voient un point d'eau stérile pour se laver les mains. Le château est dépouillé de sa sacralité. Il est brutalisé par la nécessité. On plante des clous dans les boiseries pour suspendre des perfusions. On pousse les meubles précieux dans les coins pour faire passer les brancards. C'est une violation de l'esthétique, mais c'est une victoire de l'humanité. Le bâtiment sert enfin à quelque chose de vital. Il sauve des vies au lieu de flatter des égos. Cependant, cette utilité a un prix. L'occupation militaire et hospitalière laisse des traces. Les murs s'écaillent, les tissus se tachent, des objets disparaissent. En 1946, lorsque le dernier blessé quitte les lieux et que le calme revient enfin, Artigny est un survivant, mais il est méconnaissable. Il est vidé, sali, fatigué. Il a perdu son innocence et son éclat. La guerre est finie, mais le château est à genoux. La famille Coty récupère une coquille immense et abîmée, un héritage qui ressemble davantage à un fardeau impossible qu'à un cadeau. Face à un tel désastre financier et matériel, la plupart des domaines auraient été laissés à l'abandon, livrés aux ronces et à l'oubli. Après ce déluge, comment Artigny a-t-il pu survivre et grâce à qui? Le silence retombe enfin sur la vallée de l'Indre. Les canons se sont tus, les blessés sont partis, et l'administration militaire a rendu les clés. En 1947, la famille Coty, par l'intermédiaire de Christiane, la fille du parfumeur, reprend possession des lieux. Mais ce qu'elle retrouve n'est plus le rêve de son père. C'est un géant blessé. L'après-guerre est une période cruelle pour les grandes demeures.
L'aristocratie et la haute bourgeoisie n'ont plus les moyens d'entretenir des armées de domestiques. Le charbon coûte cher, les toitures fuient et les impôts fonciers grimpent. Artigny, avec sa démesure structurelle, devient un éléphant blanc, trop beau pour être détruit, trop coûteux pour être habité. Pendant plus d'une décennie, le château flotte dans un entre-deux incertain. On imagine les héritiers errant dans ces couloirs vides, tentant de maintenir un semblant de vie dans quelques pièces chauffées, tandis que le reste du bâtiment s'endort doucement sous la poussière. Des projets sont évoqués, siège social, d'entreprise, institutions éducatives. Mais qui voudrait d'un palais conçu pour l'ego d'un seul homme? Le salut ne viendra pas du sang bleu, mais d'un visionnaire de l'hospitalité. En 1959, René Traversac, un entrepreneur passionné, pose son regard sur Artigny. Là où d'autres voient un gouffre financier, il voit une opportunité inédite. Son idée est révolutionnaire pour l'époque, transformer ce château privé fermé et élitiste en un hôtel ouvert à tous, ou du moins à tous ceux qui peuvent s'offrir le billet d'entrée. C'est un pari audacieux. Il ne s'agit pas seulement de poser des lits. Il faut réinventer la fonction du lieu sans trahir son âme. Il faut faire cohabiter le confort moderne, exigeant d'une clientèle internationale avec le décorum rigide du XVIIIe siècle voulu par Coty. Le 27 mars 1961, une nouvelle page s'écrit. Le relais au château d'Artigny ouvre ses portes. C'est une résurrection. Les lustres brillent à nouveau, le marbre est poli, les cuisines s'animent. Mais la nature des occupants a radicalement changé. Ce ne sont plus des invités triés sur le volet par le maître des lieux, ce sont des clients. Pour vaincre la ruine, Artigny a accepté un compromis changé de propriétaire pour devenir une mémoire publique. Aujourd'hui, l'expérience d'Artigny est un paradoxe fascinant. Le visiteur qui franchit le seuil du grand hall vit une superposition temporelle. Il marche sur les mêmes dalles que François Coty, il dîne sous la même fresque qui a vu passer les généraux de Vichy et les chirurgiens de la Libération. Mais il le fait en tenue de vacances avec l'insouciance du touriste. Le château est devenu un musée vivant. La bibliothèque de Coty est devenue un bar où l'on sert des cocktails. Les chambres des maîtresses et des amis sont devenues des suites numérotées. L'ascenseur jadis, comble de la modernité privée, transporte désormais des valises à roulettes. Il y a quelque chose de démocratique et peut-être d'un peu ironique dans cette transformation. Le rêve d'exclusion de Coty, bâtir un lieu pour s'isoler du commun des mortels, est devenu un lieu d'accueil. L'argent qui servait autrefois à fermer les portes sert aujourd'hui à les ouvrir. Cependant, en déambulant dans les couloirs feutrés, une question nous effleure l'esprit. Sauvegarder un patrimoine, est-ce que cela signifie parfois accepter de le partager avec des inconnus, quitte à diluer son intimité? Le château a survécu. Il a échappé à la ruine qui a englouti tant d'autres folies du 19e et 20e siècle. Il est entretenu, chauffé, aimé. Les mariages qui y sont célébrés aujourd'hui remplacent les bals d'antan. La joie des nouveaux époux chasse les fantômes de la guerre. La vie a repris ses droits bruyante et colorée, mais ne nous y trompons pas. Si les murs pouvaient parler, ils ne raconteraient non pas les avis TripAdvisor ou les menus gastronomiques. Ils raconteraient l'ambition dévorante d'un homme, le silence glacial de l'occupation et les cris des blessés. L'hôtel n'est qu'une fine couche de vernis posée sur une histoire tumultueuse. Nous, visiteurs d'un soir, nous dormons dans un lit bordé par l'histoire, souvent sans le savoir. Et c'est peut-être là le destin ultime de toute grande architecture, survivre à ses créateurs pour devenir le décor de nos propres vies éphémères. Artigny n'appartient plus à Coty ni à l'armée. Il appartient à l'instant présent. Mais alors que nous quittons ce lieu chargé de mémoire, superposé, une interrogation fondamentale demeure celle qui lie le passé au futur. Alors le patrimoine est-il finalement un privilège ou une responsabilité
Nous voici arrivés au terme de notre voyage, à travers le temps et la pierre. Le château d'Artigny se dresse toujours sur sa colline, sa blancheur éclatante défiant les nuages de la vallée de l'Indre. De loin, il ressemble toujours à ce rêve de glace et de marbre voulu par François Coty. Il est l'image parfaite de la réussite, une carte postale idéale de la France éternelle. Mais nous qui avons gratté la surface, nous savons désormais ce qui se cache derrière cette façade. L'histoire de ce château est la preuve cruelle que l'on ne peut jamais vraiment posséder l'immortalité. François Coty a cru pouvoir acheter l'éternité avec des chèques et de la pierre de taille. Il a pensé que s'il construisait assez grand, assez beau et assez cher son nom, survivrait à sa propre mort. Il a eu tort et il a eu raison. Le château est là, mais l'homme s'est effacé. Ce que nous apprend Artigny, c'est que l'architecture est une page blanche sur laquelle l'histoire écrit sans demander la permission. Ce lieu a été conçu pour l'égoïsme d'un seul homme, mais il a fini par servir la collectivité dans la douleur de la guerre, puis dans le plaisir du voyage. Il a été un palais, un quartier général, un hôpital et maintenant un hôtel. Il a tout vu, la vanité, la défaite, le sang et la fête. Si un lieu aussi beau a pu être utilisé de manière aussi froide par l'histoire, comment devons-nous le regarder aujourd'hui pour être juste? Il ne faut pas le voir uniquement comme un monument au luxe démesuré, ni seulement comme une victime de la guerre. Il est les deux à la fois. Un patrimoine n'est jamais innocent. Il nous oblige à regarder en face la relation complexe, parfois toxique, entre l'argent, le pouvoir et les bouleversements du temps. Artigny nous rappelle que nos constructions les plus solides sont paradoxalement les plus vulnérables aux caprices du destin. Lorsque vous verrez une photo de ce château, ou si vous avez la chance d'y séjourner, souvenez-vous des 150 ouvriers, souvenez-vous de l'odeur du parfum, l'origan, mais souvenez-vous aussi du bruit des brancards en 1944. C'est cette mémoire complète sans omission qui donne sa véritable valeur aux vieilles pierres. Si cette enquête dans les strates de la mémoire vous a touché, et si vous souhaitez que je continue à ouvrir les dossiers de ces demeures, où la beauté cache des passés complexes, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel autre château ou monument historique voudriez-vous que j'explore pour vous. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'à la fin de ce couloir. Au moment de fermer ce dossier, une dernière question reste en suspens et la réponse vous appartient. Choisissez-vous de vous souvenir d'Artigny comme d'un rêve de grandeur ou comme d'un avertissement de l'histoire?